La mort est toujours tragique, mais parfois, la manière dont elle survient est si bizarre qu'elle en devient presque irréelle. Nous allons explorer 5 histoires vraies de personnes mortes de la façon la plus stupide possible. Il ne s'agissait pas de criminels ou d'amateurs de sensations fortes, mais simplement de gens ordinaires victimes d'un concours de circonstances. Ces récits vous laisseront perplexes. Nous sommes en juillet 2019 à Erzurum en Turquie. Zafer Kuzu, 24 ans, venait d'être reconnu coupable d'avoir causé des blessures à une autre personne. Plutôt que la prison, il écopa de travaux d'intérêt général. Pour Zafer, c'était trop. Déterminé à y échapper, il élabora un plan totalement insensé. Il se persuada que, s'il se blessait suffisamment, il pourrait l'éviter. Son idée ? Mettre en scène un accident pour se retrouver à l'hôpital. Le plan n'était ni réfléchi ni réaliste, mais il était prêt à le tenter. Il n'était pas seul. 2 amis, un jeune de 18 ans surnommé Fi et un autre désigné Fit, acceptèrent de l'aider. Le procédé était simple mais dangereux. Zafer attacherait 2 oreillers dans son dos pour amortir le choc et l'un de ses complices lui tirerait dessus à bout portant avec un fusil de chasse. L'espoir était d'être suffisamment grièvement blessé pour atterrir en service de traumatologie sans pour autant risquer une issue fatale. Un fusil de chasse ne lance pas une unique balle, mais une myriade de plombs qui se dispersent à la sortie du canon. Même avec des oreillers comme protection de fortune, Zafer se mettait en grave danger. Lorsque Fi pressa la détente, la déflagration traversa les coussins comme s'il n'existait pas et le bilan fut catastrophique. Ses amis, pris de panique en réalisant l'ampleur du drame, tentèrent de le secourir et d'appeler les secours, mais il était déjà trop tard. Avant même qu'il ne quitte la maison, Zafer était décédé de ses blessures. La police arriva peu après. Fi, l'auteur du tir, fut immédiatement placé en garde à vue, tandis que Fit fut conduit au commissariat pour être interrogé. L'arme fut saisie et le corps de Zafer envoyé à l'Institut médico-légal d'Istanbul pour autopsie. Au fil de l'enquête, les détails de ce plan grotesque émergèrent. Sa tentative désespérée eut un dénouement irréversible. Devant le tribunal, Fi fut mis en examen pour homicide involontaire et maintenu en détention provisoire durant les procédures. Fi, quant à lui, libéré sous caution, resta sous le coup d'une enquête. Cette histoire laissa la population sous le choc. Comment un jeune homme pouvait-il aller si loin pour échapper à une simple peine de travaux d'intérêt général ? Ce qui avait commencé comme une idée absurde s'était transformé en tragédie. Ils devaient désormais vivre avec la conscience d'avoir contribué, même involontairement, à cette perte irréparable. La mort de Zafer rappelle douloureusement que les décisions irréfléchies peuvent avoir des conséquences irréversibles. En cherchant à fuir sa responsabilité, il s'était enfermé dans un piège mortel sans issue. Son histoire, aussi peu commune soit-elle, illustre jusqu'où le désespoir peut pousser et les choix dramatiques qu'il peut engendrer. Nous sommes en 2014 à Xinjiang, en Chine. Une femme venue rendre visite à la famille de son mari venait d'utiliser des toilettes à fosse ouverte pour la première fois quand elle laissa tomber par mégarde son téléphone tout neuf. L'appareil valait environ 2000 yuans et elle était bien décidée à le récupérer. Elle appela son mari à l'aide. Sans hésiter, celui-ci sauta dans la fosse. Mais dès qu'il toucha le fond, les émanations toxiques des égouts l'étreignirent. Et il perdit connaissance presque aussitôt. En le voyant s'effondrer, sa belle-mère paniqua et se précipita à son tour pour tenter de le tirer vers la sortie. Elle aussi fut rapidement submergée par les gaz et s'écroula. La femme prit une décision désespérée. Elle descendit elle-même dans la fosse. À peine y mit-elle un pied que les vapeurs la frappèrent de plein fouet et elle s'évanouit. Le beau-père, témoin de la scène et terrifié, tenta d'appeler secours. Puis, dans un ultime geste de désespoir, sauta à son tour dans la fosse. Lui aussi perdit connaissance sous l'effet des gaz. À ce stade, toute la famille était piégée au fond. Des voisins, alertés par le tumulte, accoururent pour secourir les victimes. Ils utilisèrent des cordes pour extraire les personnes inconscientes. L'un d'entre eux s'effondra toutefois à son tour, intoxiqué par les fumées. Quand on parvint enfin à sortir les 6 personnes, il était déjà trop tard pour le mari et la belle-mère de la femme. Ils ne survécurent pas à l'intoxication. Les 4 autres furent immédiatement hospitalisés, mais le drame avait déjà brisé la famille. Les autorités conclurent que la famille n'était restée que 5 minutes dans la fosse. L'oncle de la femme, submergé par le chagrin, peinait à réaliser la perte brutale de 2 êtres chers. Tout le quartier pleura cette tragédie, abasourdi par la perspective qu'une simple tentative de récupérer un téléphone ait pu provoquer un tel carnage. Le téléphone, déclencheur de la catastrophe, ne fut jamais retrouvé. La véritable perte résidait dans ces vies fauchées trop tôt et dans l'impact irréversible sur les survivants. Cette histoire n'est pas qu'un accident. C'est un exemple saisissant de la rapidité avec laquelle le moindre geste de désespoir peut conduire à une tragédie inimaginable, laissant derrière lui douleur, questions sans réponse et une famille à jamais marquée. Nous sommes le 12 décembre 2021, un dimanche après-midi, paisible à Jaipur, en Inde. Mohsin, un homme de 29 ans, originaire de l'Uttar Pradesh, vivait depuis 2 ans dans cette ville avec sa compagne et la petite fille de celle-ci.
La femme avait quitté son mari pour s'enfuir avec Mohsin. Depuis, son mari la recherchait sans relâche, bien déterminé à la retrouver, elle et leur enfant. Ce jour-là, sa quête prit brutalement fin. Le mari arriva à l'appartement où vivaient Mohsin et sa compagne. Mais dès que Mohsin le vit, la panique s'empara de lui. Depuis 2 ans, il fuyait cette confrontation. À présent qu'il n'y avait plus d'échappatoire, il prit une décision désespérée. Il courut jusqu'au balcon et sauta. Depuis le 5e étage, Mohsin tomba lourdement et se blessa grièvement. Sa compagne, témoin de toute la scène, se précipita immédiatement pour l'emmener à l'hôpital gouvernemental SMS dans l'espoir qu'il survive. Mais il succomba à ses blessures dans la nuit. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Au lendemain du drame, la femme et son mari disparurent subitement. Personne ne sut où ils s'étaient réfugiés et les autorités ne purent les localiser. Leur mystérieuse fuite ne fit qu'ajouter à l'énigme entourant cette affaire. Les enquêteurs conclurent que la réaction de Mohsin avait été dictée par la peur. Dans les jours précédant l'incident, Mohsin et sa compagne avaient emménagé dans un nouvel appartement près de NRI Circle, espérant un nouveau départ. Mais cette tranquillité fut de courte durée. La police confirma que le mari n'avait jamais cessé ses recherches. Lorsqu'il finit par les retrouver, rien ne se passa comme prévu. Au lieu d'une discussion, la peur et la panique prirent le dessus, menant à un dénouement tragique. Le deuil fut d'autant plus douloureux que les dernières heures de Mohsin demeuraient entourées de zones d'ombre. Quant à la femme et à son époux, ils restaient introuvables, laissant planer le doute. L'histoire de Mohsin est celle de la peur, des décisions irréfléchies et d'un mystère non résolu. Sa tentative pour fuir une situation intenable se solda par des conséquences dévastatrices. Et avec les principaux protagonistes désormais disparus, la lumière sur cet événement risque de ne jamais être faite. Nous sommes en 1992 lorsque Greg Austin Gingrich décide de faire une excursion au Grand Canyon avec sa fille adolescente. Greg était réputé pour son sens de l'humour, toujours en train de faire des blagues et de faire rire son entourage. Lui et sa fille partageaient un lien étroit fondé sur l'aventure et la complicité. Le Grand Canyon est l'un des sites naturels les plus époustouflants au monde, attirant chaque année des millions de visiteurs. Mais derrière ces panoramas spectaculaires se cachent de sérieux dangers. Les falaises abruptes et les terrains instables peuvent se révéler mortels pour ceux qui ne font pas preuve de prudence. Greg, cependant, ne pensait pas à la sécurité quand il décida de mettre une mise en scène devant sa fille. Debout près du muret de protection, il fit semblant de perdre l'équilibre, gesticulant et vacillant comme s'il allait tomber. Son plan, effrayer sa fille puis atterrir sans encombre sur un petit rocher en contrebas avant de se redresser en riant pour lui montrer que c'était une blague. Sa fille, habituée à ses pitreries, n'y prêta guère attention et continua son chemin persuadé qu'il se redresserait en riant comme d'habitude. Greg, lui, avait fait un terrible calcul d'approximation. Le rocher qu'il visait se trouvait bien plus loin qu'il ne l'imaginait. En glissant hors du rebord, il perdit toute prise. Au lieu de toucher le rocher, il chuta, précipité de près de 120 mètres. Sa fille, toujours inconsciente du drame, s'éloigna, croyant sans doute qu'il allait surgir en riant derrière elle. Lorsqu'elle comprit enfin l'ampleur de la catastrophe, il était déjà trop tard. Des gardes du parc, alertés par des témoins, entreprirent des recherches et retrouvèrent le corps de Greg au fond du canyon. Ce qui n'était qu'une plaisanterie anodine s'était transformé en tragédie. Ce n'était pas la première fois qu'une vie était fauchée au Grand Canyon. Chaque année, une douzaine de personnes environ y perdent la vie. Un faux pas près du bord, une distance mal jugée, un panneau d'avertissement ignoré. L'histoire de Greg illustre à quel point la nature est imprévisible. Confiant dans sa capacité à maîtriser son coup, il n'a jamais envisagé qu'une petite erreur puisse conduire au pire. Il pensait connaître le terrain, mais la nature ne se soucie pas de la confiance. Sa famille fut laissée dans le deuil et sa fille dut vivre avec ce souvenir à jamais gravé. Ce qui devait être une simple blague se mua en événement tragique qui la hanterait pour toujours. La mort de Greg n'est pas une question d'inexpérience ou d'irresponsabilité. C'est la conséquence d'une sous-estimation du danger. Le Grand Canyon est beau, mais il commande le respect. Un geste mal calculé et tout bascule. Parfois, il n'y a pas de seconde chance. La beauté peut être trompeuse et la nature implacable. Une fraction de seconde suffit pour tout changer. Le 4 novembre 2012, au zoo de Pittsburgh et à l'aquarium PPG, le petit Maddox Lamar Derkoch, âgé de 2 ans, visitait les lieux avec ses parents Jason et Elizabeth. La famille s'arrêta devant l'enclos des lycaons d'Afrique, permettant aux visiteurs de voir les animaux d'en haut. Si cette structure offrait une vue imprenable, elle comportait aussi des risques, surtout pour les tout petits. Elizabeth le souleva et le posa sur la rambarde haute d'environ 1,20 m. Malgré les avertissements affichés rappelant les consignes de sécurité, il était courant que des parents y placent leurs enfants, mais alors qu'elle le tenait dans ses bras, Maddox perdit l'équilibre et glissa de la rambarde, chutant d'environ 4,3 m. Il manqua le filet de sécurité prévu pour retenir de petits objets, pas un enfant, et atterrit au milieu de l'enclos parmi les 11 lycaons. Le drame se déroula en quelques instants.
Les chiens sauvages, alertés par la chute, attaquèrent Maddox avant que le personnel du zoo n'ait le temps d'intervenir. Un officier de police tira même sur l'un des animaux pour tenter d'arrêter l'attaque, mais il était déjà trop tard. Le garçonnet avait subi des blessures mortelles. Un vétérinaire présent sur place confirma immédiatement qu'il n'y avait plus rien à faire. L'émotion fut immense. Elizabeth essuya de vives critiques pour avoir posé son enfant sur la rambarde, mais le procureur du comté d'Allegheny, Stephen Azapala Jr., conclut à un accident tragique et renonça à toute poursuite pénale. La famille engagea toutefois une action civile contre le zoo, l'accusant de ne pas avoir pris en compte les risques. Les documents rendus publics révélèrent que la direction du zoo connaissait les dangers de cette plateforme depuis au moins 2006. Le personnel avait déjà observé des parents y tenir leurs enfants et s'était inquiété qu'un accident survienne, mais aucune mesure corrective n'avait été prise. Le zoo, de son côté, soutint que l'installation respectait toutes les normes de sécurité et avait subi 35 inspections fédérales depuis son ouverture. L'opinion publique resta partagée. Certains accusaient le zoo de négligence après des avertissements répétés, tandis que d'autres estimaient qu'Elizabeth aurait dû redoubler de vigilance. Le litige fut finalement réglé à l'amiable, les termes de l'accord restant confidentiels. Suite à la tragédie, le zoo procéda à plusieurs changements, les lycaons d'Afrique transférés dans d'autres enclos et l'espace réaménagé pour accueillir des guépards. Malgré ces remaniements, la critique envers la gestion de la crise par l'établissement persista, beaucoup jugeant qu'il avait injustement pointé du doigt la mère en deuil. Pour honorer la mémoire de leur fils, Jason et Elizabeth lancèrent une collecte de camions jouets, passion de Maddox, qu'ils offrirent à des enfants défavorisés durant la période des fêtes. Cette initiative, touchant des milliers de personnes à travers le pays, permit de perpétuer l'amour que portait Maddox aux petites voitures. Cet événement suscita un débat plus large sur la sécurité dans les lieux publics et sur la responsabilité des institutions. L'histoire de Maddox rappelle tragiquement qu'en un instant, un geste anodin peut devenir irréversible et que la vigilance doit primer, surtout autour des plus vulnérables.